Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Casar pour ce deuxième cycle de conférences sur la conscience. Nous aurons 6 conférences cette année. Nous commençons avec Mario Beauregard, dont je vous dirai un mot dans un instant. Mais n'oubliez pas de venir le 25 novembre écouter Philippe Guillemont, qui va nous parler de la conscience dans l'intelligence artificielle. Philippe Guillemont est un physicien CNRS français qui est très connu en France et dans le monde, dans le fond, de la conscience élargie à travers ses travaux sur la physique quantique. Donc, ce sera quelqu'un d'important. En janvier, nous aurons l'écrivain célèbre David Perroux, ici présent, voilà, qui est un auteur magnifique qui nous invite à imaginer le monde de la conscience, mais à travers la littérature, mais aussi des bases de données assez costauds dont il a la maîtrise. Voilà, et puis en février, nous aurons Romuald Le Terrier, un ethnobotaniste qui a travaillé avec Philippe Guillemont, qui viendra nous parler de la rétrocausalité. Donc, dans le fond, le temps réversible, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, en tout cas pour moi, en tant que psychiatre de la conscience modifiée. La question de la relativité du temps dans la conscience, c'est un élément extrêmement intéressant. Puis nous aurons Christine Favert, ici présente, qui viendra nous parler des enfants qui voient les défunts ou qui les entendent, je ne sais plus. Les deux, d'accord. Christine est spécialiste des situations dramatiques avec les enfants. Elle travaille à la HEP, beaucoup travaille sur la mort des enfants. Je ne veux pas spoiler sa conférence, mais ce sera très important que vous veniez l'écouter. Et puis last but not least, nous aurons la professeure Sophie Soiton de la Faculté des géosciences et de l'environnement qui viendra nous parler de conscience et nature dans une perspective de conscience écologique, mais d'intégration à la conscience de la nature et dans la nature et par la nature. Donc on finira en beauté. Voilà. Mais pour ce soir, j'ai l'immense honneur et le privilège de vous présenter mon ami Mario Beauregard. Le docteur... Oui, il mérite. Ouais. Il nous fait l'immense honneur de passer par Lausanne dans ses tournées internationales. Et Mario est un neuroscientifique de très haut niveau qui a enseigné dans plusieurs universités nord-américaines, notamment à Montréal, mais aussi en Arizona, et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages. Je ne vais pas spoiler non plus parce qu'il a fait un magnifique diapo où on voit ses ouvrages majeurs. Mais je triche quand même un petit peu parce que moi, Mario, je t'ai rencontré à travers Du cerveau à Dieu, qui était assez rapidement un best-seller en français et en Europe. Et j'avais des zones d'accord et des zones de désaccord. Et après, j'ai suivi tes travaux sur Internet, tu avais tes vidéos. Vous savez, Mario, il a fait des trucs pas possibles. Il a mis des carmélites dans un scanner. Puis il a mesuré leur extase. Attention, ça c'est pas mal quand même. Donc c'était le premier neurothéologien qui s'occupait du christianisme. Moi, je bossais un peu avec les bouddhistes à l'époque, avec évidemment, il y avait la fondation Mind and Life, Dalai Lama, etc. Mais Mario est le premier qui a bossé avec des chrétiens. Donc dans le fond, je crois que les carmélites, c'est quand même... Oui, mais il y avait aux États-Unis à peu près en même temps Andrew Newberg. Andrew Newberg, ouais. Alors Andrew Newberg, c'est un peu le patron de la méthodologie de recherche. Il est professeur à Philadelphie, à l'université de Pennsylvanie, et il est neuroradiologue. Et moi, c'est mon maître en méthodo. Je ne sais pas si toi aussi. Ah oui. Il écrit un livre, Principle of Research in Neurotheology, something. Et, c'est un livre qui est déjà assez ancien, il a une bonne dizaine d'années. Ouais. Donc, mais toi, tu es le disciple francophone, tu as eu tes propres recherches et on t'a suivi sur la conscience quantique, sur tout ça. Enfin, on a une chance extraordinaire de t'avoir en Europe, ici à Lausanne. Et voilà. Heureusement que Philippe, il a rescué le micro de l'orateur. Bon, je ne vais pas faire plus long, mesdames et messieurs. Je laisse la parole à Mario Beauregard et vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci. Merci, Jacques, pour la belle introduction. Donc, moi, j'ai étudié, j'ai fait un baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal d'abord, puis un
un doctorat en neurosciences par la suite. Puis après ça, je suis allé travailler aux États-Unis, à l'Université du Texas à Houston pendant 3 ans. Puis j'ai travaillé aussi, j'ai fait un stage postdoctoral à l'Institut neurologique de Montréal, qui avait été créé par le fameux docteur Penfield, et le neurochirurgien. Et très tôt dans ma carrière, à cause d'expériences spirituelles, mystiques, je ne pouvais pas, parce que j'ai été bien drillé par mes superviseurs qui étaient des gens qui avaient étudié à l'Institut Pasteur, des disciples de Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal, donc qui s'opposaient directement à ce que moi je pensais. Et ça a commencé par faire comme on dit au Québec, des flémèches tout de suite en partant. Ça a été difficile. Mais et au point que moi, j'ai une formation en neuropharmacologie de base. Donc, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, on voulait que je travaille de concert avec l'industrie pharmaceutique. Mais c'était pas ça qui m'intéressait. Et j'ai fait des études, finalement, qui déplaisaient souverainement au doyen de la faculté de médecine, au vice-recteur, à la recherche, etc. Mais je sentais que je devais faire ça. Et ce qui m'a valu d'être expulsé de l'Université de Montréal en 2013. Parce que à cause de ça, c'est les gens qui contrôlaient, qui étaient en haut de la pyramide, c'était des gens avec une vision, comme la plupart des gens dans le domaine des neurosciences, avec une vision matérialiste, athée. Et donc, il y avait beaucoup de difficultés. Moi, je leur disais, je vous donne de la visibilité au niveau international. Le DIAA m'invite, je me promène aux Nations Unies, etc. Mais ils me disaient, c'est pas le genre de visibilité qu'on veut. Et donc, ils refusaient de me donner je ne sais pas si on appelle ça une permanence ici, tenure en anglais, je ne sais pas comment on dit ça ici. Oui, exact. Et ils ont refusé de faire ça, puis ils m'ont laissé aller. Et là, aux États-Unis, j'avais commencé à me faire connaître, puis donc on était en 2013. Et là, il y a un gars qui s'appelle Dr. Gary Schwartz, qui a fait des études aussi controversées avec des médiums. Il a fait les études modernes sur la médiumnité à l'Université de l'Arizona. Puis il me contacte, même s'il ne me connaît pas. Il me connaît de réputation. Puis il me dit, c'est très étrange parce que j'ai eu comme un rêve, une intuition on me demande de te contacter. Puis il dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour toi? Puis là, j'y explique. Ça tombe bien parce que je viens de me faire éjecter comme un paria à l'Université de Montréal. Puis il dit, nous, un hérétique comme toi, on serait très fiers de l'intégrer à l'Université de l'Arizona. L'Université de l'Arizona, à Tucson, c'est spécial parce que c'est une région désertique, puis il y a des réserves, mais on sent la présence des Navajos, des Zuni, des Apaches aussi, beaucoup. Puis ça semble influencer l'ouverture d'esprit à l'Université d'Arizona. C'est à cet endroit-là qu'on a créé le premier centre d'études sur la conscience en 1995, dans le monde, le premier dans le monde entier. Avant, on ne pouvait pas parler de conscience, c'était tabou. Quand moi j'ai commencé, on pouvait parler de conscience, spiritualité, etc. Mais à l'Université de l'Arizona, j'ai pris ma revanche sur les gens de l'Université de Montréal. Mon premier projet, au fond, ça a été avec Gary Schwartz et une chercheure en psychologie qui s'appelle Lisa Miller, qui étudie aussi les phénomènes chez les enfants, comme Christine, à l'Université de Columbia. On a décidé de créer comme une rencontre sur la société, la science, mais aussi où on a été rendu au niveau de la recherche sur la conscience. Et on a fait venir des experts. Donc, il y avait des grands experts, mais c'était une réunion d'hérétiques, finalement, dans différents domaines. Donc, on avait en biologie Rupert Sheldrake, Charles Start, qui était un pionnier du transpersonnel, puis de la parapsychologie à l'Université de Californie,
Larry Dossey, même chose pour la médecine non locale, Schwartz, Dean Radin en parapsychologie, etc. On recherche sur les phénomènes psy. Et donc, on s'est réunis pendant quelques jours et lorsque ça a été terminé, on est arrivé à la conclusion dans les différentes disciplines qu'il fallait arriver à... On l'avait déjà fait en physique un siècle avant. Donc, ils étaient passés à une physique plus matérialiste, physicaliste, classique, à une nouvelle physique qu'ils ont appelée quantique. Mais dans les autres disciplines, ce n'était pas fait. Et là, moi, j'ai proposé d'écrire un manifeste pour une science post-matérialiste. Et ça, c'est ce que vous voyez là. Ça a été publié il y a 10 ans, en 2014. Et on a ouvert une période de signature pendant 1 année et demie à peu près. Et donc, là, il y a plein de gens connus, assez célèbres, qui ont signé le manifeste. Puis ça a été traduit dans plusieurs langues depuis. Mais parce qu'on n'avait pas beaucoup de jeunes scientifiques qui osaient endosser ce truc-là, parce qu'on avait juste des professeurs éméritus, des célébrités, mais qui étaient retirés ou près de la retraite. Donc, il n'y avait pas de crainte pour leur carrière. Mais les jeunes, c'était plus difficile. 3 ans plus tard, on a créé une académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes aux États-Unis. Et donc, vous avez les membres fondateurs là-bas. Puis au même moment, en Angleterre, ça, on ne savait pas, il y avait un projet assez similaire qui a été appelé la Commission Galilée. Et ça a été piloté par un scientifique allemand, Harald Wallach. Je ne sais pas si je prononce bien. Et ça, c'était organisé par Scientific and Medical Network, basé à Londres. Donc, c'était dans l'air du temps. Alors, ça, c'était juste pour une petite mise en contexte, là. Et puis, bon, j'ai écrit plusieurs livres. Ce soir, je vous parle un petit peu de... En fait, ça touche un peu ce que j'ai fait ce que j'ai écrit dans Un saut quantique de la conscience. On a publié aussi un ouvrage collectif qui s'appelle La nouvelle science de la conscience, qui a été publié il y a quelques années. Et si vous vous intéressez plus à... je présente aussi les concepts d'holosynthèse, la source de ça dans un récit spirituel qui s'appelle Le néant, les ténèbres et la lumière. Ça a été publié l'année dernière. Alors, les décennies de recherche que j'ai fait, mais aussi mes propres expériences, parce que j'ai vécu des expériences pendant une grande partie de ma vie, à commencer dans l'enfance, ça m'a amené à développer ce que j'ai appelé holosynthèse. Donc, ça vient du grec, là, ancien, et puis donc c'est comme un retour finalement à la source, si on veut. Et le but de cette approche-là, ici, il y a une distinction qui est faite simpliste entre ce qu'on appelle, dans le jargon de l'holosynthèse, un petit moi et un grand moi. Donc, le petit moi, c'est ce qu'on appelle l'ego dans plein de traditions. Et le grand moi, on l'appelle le soi. Jung parlait du soi avec un S majuscule, moi supérieur, etc. Et le but de cette démarche-là, c'est d'arriver à faire que le petit moi se désidentifie progressivement pour arriver à se connecter avec le grand moi. Donc ça ressemble à plusieurs traditions au niveau spirituel. Et dans l'holosynthèse, le modèle théorique propose que les processus du grand moi, ils se déroulent au niveau d'une partie profonde de l'inconscient qu'on peut appeler le supraconscient. Donc ça a été utilisé, ce terme-là, par d'autres écoles, dans d'autres traditions. Et le travail pratique, parce que c'est un modèle théorique, mais c'est aussi la pratique surtout, c'est réalisé surtout en état élargi de conscience. Et l'état élargi de conscience, comment il est induit dans l'holosynthèse? Il y a une respiration abdominale profonde qui est faite au début de chaque exercice. Il y a des trames sonores qui sont utilisées aussi, qui comprennent ce qu'on appelle des sons isochrones, de différentes fréquences. Parce que moi, dans les travaux que j'ai faits, puis dans d'autres laboratoires aussi, il y a eu des études avec de l'électroencéphalographie ou la magnétoencéphalographie
où on pouvait identifier les bandes de fréquences qui sont associées à des états élargis de conscience. Donc, ça a été intégré ici dans holosynthèse. Et il y a une guidance verbale qui est donnée par ce qu'on appelle ici un accompagnant, une accompagnante. Mais c'est une guidance verbale qui est minimaliste comparée aux différentes approches en hypnose, par exemple. Le petit moi, ben, je vous l'ai dit, ça, donc on parle de l'ego, mais il y en a d'autres qui utilisent le terme moi biologique, moi de surface, etc. Donc, ce n'est pas une entité, mais c'est ce à quoi on s'identifie généralement dans l'état de veille. Et c'est un ensemble de processus mentaux en fluctuation, en fait, de conditionnement, etc. C'est issu de l'histoire personnelle de l'individu. Et c'est produit par un phénomène d'identification, au fond, avec des processus mentaux. Et on peut avoir, par rapport à ça, des milliers de pensées dans une journée. Il y a des équipes de chercheurs en psychologie qui ont montré ça, plusieurs milliers de pensées dans une journée. Et on a aussi des processus corporels, les sensations, les perceptions. Donc, le petit moi, finalement, c'est un processus d'identification. Et c'est associé surtout avec le monde tridimensionnel, donc le monde physique, si on veut. Et le petit moi, ben c'est un peu comme la goutte, dans le fond, qui ne se perçoit que comme goutte et qui ignore qu'au fond, qu'elle fait aussi partie de l'océan, qu'elle est l'océan. Le grand moi, ben, ce que vous voyez en haut, à droite, ben justement, vous voyez, il y a un chemin dans une vallée. Et le petit moi, au fond, si on veut faire une métaphore, il marche le long du trajet. Il n'y a aucune idée de ce qu'il va rencontrer de l'autre côté, par exemple, à droite, de l'autre côté de la montagne, alors que le grand moi, lui, on pourrait dire qu'il réside au sommet de la montagne, donc il y a une perspective, une vue globale, finalement, non locale. Non local, ça veut dire qu'il n'est pas associé uniquement à un point spécifique dans l'espace, par exemple le cerveau, le corps physique, ou à un point spécifique au niveau temporel, c'est-à-dire le présent. Ça peut se déplacer dans le passé. On va aller chercher des informations, par exemple, en régression, où on peut aller capter des informations de manière précognitive en lien avec le futur. Et donc, le grand moi, si on veut, c'est comme dans le modèle holosynthèse, c'est la manifestation individualisée de ce qui est appelé ici l'un, ou la grande conscience, la conscience source. Et ça a accès... donc, l'idée qu'on a plusieurs incarnations est acceptée dans le modèle d'holosynthèse. Et donc, à travers le grand moi, le supraconscient, on peut avoir accès à ces informations-là d'autres vies. Et on a accès aussi à toutes les caractéristiques, les attributs de la grande conscience. La paix, la sagesse, l'unité, etc. Lorsqu'on arrive à se connecter à ce niveau-là. Donc, ici, vous voyez, ça résume un peu on parlait du petit moi qui est basé sur ce qui est appelé des couches d'identification ici, ou de la cristallisation. Donc, on prend le modèle la métaphore de l'oignon. Il y a des plures en périphérie, il y a un noyau. Donc, en périphérie, ben, c'est des couches d'identification, des pensées, ça peut être des émotions, des mémoires, etc., l'anticipation dans le futur. Et il y a d'autres couches. Évidemment, je n'avais pas suffisamment d'espace pour tout mettre, là, mais tout ce qui concerne le phénomène d'identification chez l'humain par rapport au genre, par rapport à la race ou la nationalité, la couleur de la peau, des idéologies aussi, le type de travail, les orientations sexuelles, etc. Les divisions de la psyché, ben ça résume finalement. Donc, le petit moi, ben, c'est composé du conscient sur un niveau individuel, puis on a un inconscient personnel, l'inconscient de Freud, ça.
On voit aussi, j'utilise la métaphore de l'iceberg, donc il y a une plus grande partie de l'activité mentale qui est submergée, auquel on n'a pas conscience dans l'état de veille. Mais on a, donc ça roule sur un inconscient qui est collectif, l'inconscient dont parlait Carl Jung. Et il y a le supraconscient aussi, qui élargit à ce niveau-là, qui est appelé le grand moi ici. Et le grand moi, c'est la représentation de la source, mais au niveau individuel. Donc, le grand moi, il communique. Comme Jacques a mentionné, j'ai fait des études avec des gens des carmélites, c'était des contemplatifs, mais aussi avec certains moines. Puis j'ai travaillé avec des gens qui ont vécu des expériences de mort cliniques, en arrêt cardio-respiratoire. Ça, j'ai fait pas mal de travail là-dessus. Et les messages qui viennent du grand moi, le grand moi, il communique continuellement avec nous, mais souvent, on n'est pas conscient de ça. Le cerveau filtre l'information. Donc, c'est ce que les gens appellent la petite voix intérieure, mais encore là, on a plusieurs petites voix, puis il faut être capable de les distinguer. On peut aussi se connecter à ces niveaux-là par le ressenti, et puis beaucoup les synchronicités également. Mais lorsqu'on arrive à se brancher à ce niveau-là, là, on est capable d'expérimenter plus de paix, de sagesse. On peut aller chercher des connaissances. La bonne nouvelle ici, c'est que c'est possible de se connecter consciemment avec le grand moi. Pour faire ça, il faut changer, modifier l'activité cérébrale. La voix intérieure, la petite voix intérieure, mais celle du grand moi, véritablement, elle est paisible. C'est associé à de la paix, c'est calme, c'est patient, gentil. Souvent, c'est associé aussi à un sentiment d'unité et jamais ça va interférer avec notre libre arbitre. Si on capte des voix ou des informations qui nous amènent à aller dans une direction opposée à notre libre arbitre, par exemple, on n'est pas en contact du tout avec ce niveau-là. Au niveau sonore, le principe ici, c'est ce qu'on appelle l'entraînement des ondes cérébrales. Donc ça, c'est un phénomène qui a été découvert dans les différentes traditions chamaniques. Ça remonte, il y a des anthropologues qui disent que ça fait 50 000 ans, il y en a d'autres qui disent que ça fait 75 000 ans, 100 000 ans peut-être. Alors, il y avait découvert qu'on pouvait, dans le cadre de rituels, qu'on pouvait modifier l'état de conscience des gens en ajustant la fréquence de tambourinage. Ils utilisaient le feu aussi et des substances aussi dans certains cas. Ici, ce qu'on fait, c'est tout simplement, là je vous montre, si vous regardez à gauche, c'est l'électroencéphalographie. Et vous voyez que le code couleur, ça représente les différentes fréquences cérébrales. Et ça diffère un peu dans les deux hémisphères. Là, à ce moment-là, on dit que les deux hémisphères ne sont pas parfaitement cohérents ou synchronisés. Et dans l'illustration du milieu, là, on se met à envoyer une fréquence, par exemple, au niveau sonore, au niveau des deux hémisphères. Par exemple, on envoie ici, on envoyait 10 Hertz ou 10 cycles par seconde, ce qui correspond à la fréquence alpha. Et on voit qu'au bout donc, dans la figure de droite, au tout début, on n'a pas de pic d'amplitude alpha qui se distingue particulièrement, mais rapidement, après quelques minutes, dans ce cas-ci, c'était 6 minutes, là, on voit des pics d'amplitude alpha qui sont assez prédominants. Donc, c'est ça qu'on appelle la réponse d'entraînement des ondes cérébrales. De cette façon-là, on peut accélérer la fréquence des ondes, on peut la réduire, on peut aller dans différentes directions et le cerveau répond rapidement.
Et de cette manière-là, on peut induire ce qu'on appelle un état élargi de conscience. Et dans un état élargi de conscience, l'expérienceur va accéder à une réalité qui est plus vaste, une réalité qui transcende le monde ordinaire, le monde de l'état de veille. Et ça permet une conscience donc plus large, accrue, et c'est associé à un passage d'un état de petit moi à un état de plus grand moi, si on veut. Donc, c'est un état transpersonnel, au-delà des limites du petit moi. Et pour que ça réussisse, il faut faire ralentir l'activité mentale. Je parlais des milliers de pensées tantôt qu'on peut avoir dans une journée. Donc, il faut ralentir cette fréquence-là des pensées, de la rumination, par exemple. Au niveau des déclencheurs des états élargis de conscience, il y en a plusieurs. Différentes techniques de relaxation, de méditation. Il y a la prière, par exemple. Les techniques de respiration aussi, des techniques d'altération de la respiration, hyperventilation, ce qu'on trouve, par exemple, au niveau de respiration holotropique ou du rebirth, etc. Les psychédéliques aussi, où il y a certaines personnes qui préfèrent les appeler des antéogènes, donc qui mènent au divin en soi. Donc ça, c'est d'autres façons d'induire des états élargis de conscience. Ça, c'est une façon qui est beaucoup plus brutale, je dirais. L'isolation sensorielle, c'est une autre. La contemplation de la nature aussi, des beaux paysages. Ça, c'est dans les études là, sur les déclencheurs, c'est parmi ce qui score le plus haut. Le désespoir aussi qu'on trouve dans la dépression clinique, ça aussi, c'est un des déclencheurs principaux. La mort clinique, ça, évidemment, c'est la méthode la plus radicale pour élargir l'état de conscience puis délocaliser la conscience. Le tambour chamanique, la stimulation sonore, ça, on vient d'en parler. Donc, vous pouvez me dire, le cerveau, il fait quoi, finalement? On a toujours, depuis le début des neurosciences modernes, là, disons autour de 1860 à peu près, pendant longtemps, on a été convaincus que le cerveau produisait la pensée, l'esprit, si on veut, les fonctions mentales, la conscience, comme le foie sécrète la bile. Donc, ça, c'est comme le principal dogme des neurosciences. L'autre dogme qui a été là pendant longtemps, c'était l'idée que le cerveau, c'était une machine qui était fixe, statique, ça ne bougeait pas une fois rendu à l'âge adulte. Puis on a vu finalement qu'on s'était trompé vers la fin des années 90 avec la neuroplasticité. Donc, le cerveau, maintenant, dans le courant post-matérialiste, on parle d'une nouvelle science de la conscience, puis on tient compte de plein de données empiriques qui viennent dans différents champs d'études. Et quand on considère l'ensemble de toutes ces données empiriques-là, on arrive à conclure que le cerveau il agit comme un récepteur, il agit comme un filtre aussi. Il agit comme un récepteur, mais on peut utiliser l'analogie avec un téléviseur. Donc, si vous écoutez un programme télé, un bulletin de nouvelles, par exemple, en fin de soirée, et vous écoutez ce que la lectrice de nouvelles raconte, s'il y a une altération au niveau électronique dans votre récepteur télé, peut-être que vous allez perdre l'information, les mots qui sont prononcés par la lectrice de nouvelles, ça peut être les images aussi, tout ça. Et mes collègues matérialistes, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que c'est comme si, au fond, la lectrice de nouvelles était créée. Vous allez ouvrir votre récepteur télé, puis vous allez la trouver à l'intérieur du récepteur télé. Mais vous ne la trouverez jamais là, en fait. C'est la même chose avec la radio. Vous écoutez, par exemple, une orchestre symphonique, puis il arrive un pépin, vous échappez la radio. Est-ce que l'orchestre symphonique est disparu de la surface de la planète pour autant? Non. C'est la même chose ici. Et donc, le cerveau, il reçoit, il est capable de... Et là, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, mais on peut développer une théorie de l'information où les processus mentaux, ça c'est moi ce que j'appelle du mentalet, c'est décodé par les neurones.
c'est traduit, si vous voulez, au niveau électrique et chimique, en neuronois, le langage des neurones, du mental au neuronois. Le cerveau est conçu pour être capable de détecter ces champs d'informations-là. Puis, on peut, le filtre du cerveau, donc, qui nous fait focaliser sur la survie biologique, ces choses-là, les besoins primaires, on peut le moduler justement par les déclencheurs dont on vient de parler des états élargis de conscience. J'ai parlé des milliers de pensées dans tous les jours, qu'on a à tous les jours, et ça, c'est associé maintenant à ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Et ce réseau-là, là, vous voyez, vous avez différents codes couleurs, donc vous avez des régions dans les différents lobes, finalement, qui font partie de ce réseau-là. Et ce réseau-là, ben, il est actif lorsqu'on donne libre cours à nos pensées, et il est associé justement avec ces milliers de pensées-là. Il y a quelques années, on a découvert que les substances psychédéliques inhibent l'activité de ce réseau-là. Et c'est probablement la même chose aussi pour tous les autres déclencheurs d'état élargi de conscience. Donc, ça, c'est la fonction filtre du cerveau. Donc, c'est ce qui s'approche le plus actuellement de ce qu'on considère comme étant la fonction filtre du cerveau. La fonction filtre du cerveau, il y a des visionnaires qui nous parlaient de ça il y a un siècle, comme William James, le père de la psychologie, aux États-Unis. Il y avait un philosophe très connu aussi à Paris, Henri Bergson. Il y a un autre philosophe à Oxford qui était Ferdinand Schiller. Et donc, ils avaient déjà émis cette hypothèse-là. Et lorsque le filtre est comme inhibé, désactivé jusqu'à un certain point, les capacités de l'esprit, de la conscience, peuvent à ce moment-là se manifester. Donc, on peut avoir des phénomènes, comme on va dire, des insights, des prises de conscience, etc. Et on a découvert que les états élargis de conscience, ils ont des effets thérapeutiques, ils ont des effets cliniques. Donc, en faisant diminuer l'activité du réseau dont je viens de vous parler, on note une réduction de l'anxiété et de la dépression aussi majeure. Et le fait d'être capable de faire ça, en parallèle, ça amène une augmentation au niveau du bien-être, une croissance au niveau psychologique, spirituel. Et dépendamment de l'intensité de ces états-là, mais on peut aussi expérimenter éventuellement des changements au niveau des valeurs, des systèmes de croyances, des comportements également. Ici, je vous fais un résumé des expériences qui sont rapportées dans Holosynthèse. C'est basé sur plusieurs années de recherche et c'est des tests avec au-dessus de 2000 personnes dans différents pays, les pays francophones surtout. Alors, les expériences qui sont rapportées souvent, c'est une réception d'informations. Donc, il y a comme les participants ont l'impression de communiquer sur un mode télépathique avec ce qui est appelé ici le grand moi. Il y a souvent des phénomènes énergétiques. Donc, les gens sentent que ça vibre, ça résonne, surtout au niveau des centres énergétiques. Moi, je ne suis pas un spécialiste des centres énergétiques, là, mais les gens parlent de chakra couronne, puis au niveau du cœur aussi. Le plexus solaire est impliqué aussi souvent. Les gens, lorsqu'on les amène à se connecter avec le grand moi, ils peuvent faire aussi assez fréquemment des expériences de sentiment d'unité et au niveau émotionnel, la joie, de l'amour aussi. Les exercices varient, évidemment. Donc, on cible différents types d'expériences, là, ici. Et donc, avec certains exercices, ils vont avoir l'impression de se connecter avec des proches qui sont décédés, des guides spirituels. On peut utiliser aussi l'élargissement du champ de conscience pour travailler au niveau de croyances limitantes, l'identification, la libération de croyances limitantes, de peur aussi. C'est plus facile de travailler dans un état élargi de conscience au niveau des traumas, par exemple. Dans certains cas, il y a des régressions dans ce qui semble être des vies antérieures. Il y a aussi assez fréquemment des visions, des expériences plus transpersonnelles ou mystiques. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans certains cas, on voit des
je ne suis pas supposé dire ça, là, le Collège des médecins n'aime pas que je dise ça au Canada, mais guérison. J'espère qu'il n'y a pas de police ici. Parce que nous, là-bas, on a une police de la pensée, maintenant, de plus en plus. On n'a pas le droit de dire non plus qu'on voit des rémissions de maladies graves, parfois, comme ça. Alors, dans le modèle holosynthèse, ça, je passe rapidement, là, parce que je dépasse un petit peu mon temps. Ça va? Oui. Donc, je m'intéresse beaucoup au concept d'évolution. Tout ça, c'est lié au holosynthèse aussi, au concept d'évolution. Alors, comment on transforme ça, ce qui est appelé ici un petit moi ou l'ego? Et ça, c'est dit dans plusieurs grandes traditions spirituelles. C'est que pour qu'il y ait justement une transformation, il faut qu'on prenne une distance, qu'on se désidentifie des différentes couches d'identification dont je parlais au tout début de la présentation. Alors, on a une conscience témoin qui va se développer. Et lorsque on vit ça, les perspectives, la plupart des grandes perspectives, que ce soit au niveau scientifique, au niveau philosophique, au niveau des religions, les normes aussi, au niveau socio-culturel, tout ça, ça devient plus relatif à ce moment-là. Et si on va plus loin sur ce sentier-là, il va y avoir éventuellement une découverte que le petit moi, le grand moi, et ce qui est appelé ici l'un, au fond, tout ça, c'est la même chose. C'est identique. Il y a une réalisation qui n'existe rien, au fond, en dehors de l'un, si on veut, du soi, avec un S majuscule. L'un, ici, il englobe toute expérience, au fond. Il ou elle, parce que c'est pas genré, là, c'est la seule réalité. C'est le but, la condition et le terrain de l'évolution dans la perspective qui est présentée ici. Et donc, quand on passe du petit moi au grand moi, donc ça, je viens d'en parler, il y a un phénomène de désidentification, puis on parle aussi de décristallisation de l'énergie mentale. Donc, la holosynthèse, en fait, ce que ça vise à faire, c'est se distancer par rapport à tout ce qui n'est pas l'essence, le noyau de qui on est, au fond. Tant qu'on est identifié à ça, on est dans un état de transe. C'est ce qui est proposé ici. Alors là, je suis rendu à une étape où, j'ai testé ça pendant... J'ai commencé à travailler là-dessus, ça fait une vingtaine d'années, mais j'ai fait des tests plus récemment, dans les 10 dernières années, je dirais. Et je suis rendu au point où on m'a demandé, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette approche-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une introduction à l'holosynthèse, une partie pour la partie théorique au niveau des concepts. Ça fait partie de ce qui est appelé le niveau 1. Et là, comme la semaine dernière, j'étais en Belgique, puis j'ai animé un stage pratique de niveau 1 aussi, qui dure 2 jours. Et là, je prépare actuellement le niveau 2. Donc, je vais pouvoir former ce qui est appelé ici des accompagnants, des accompagnantes. Et les gens qui sont très intéressés à ça, c'est des gens qui sont intéressés par la conscience, spiritualité, mais c'est des gens dans le domaine des relations d'aide. Donc, c'est beaucoup des psychologues, des psychothérapeutes, mais avec une vision plus holistique. Au Québec, en tout cas, il y en a beaucoup. En France, c'est la même chose. Puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site web. Là. Il y a une sous-section holosynthèse. Et là, c'est juste pour vous donner une idée de la partie théorique. Le niveau 1, c'est quoi? Je parle un peu du système nerveux, neuroplasticité. Ça a été tourné. Donc, vous pouvez voir ça. Je parle d'esprit non local, d'esprit local. Il y a un module sur l'intuition. Les concepts de base de l'holosynthèse, je vous ai fait un petit résumé ce soir. Les états de conscience élargis, les croyances, les émotions, le médecin intérieur aussi, qui est le grand moi, en fait. L'amour universel aussi. J'ai travaillé aussi sur ce thème-là. Donc là, on est rendu... Jacques m'avait demandé
faire un exercice. Alors, on va pouvoir vous donner une idée finalement de ce que c'est. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. La grande classe didactique et pédagogique. Et donc, on va passer à un exercice. Alors, vous nous direz si vous entendez bien, si c'est trop fort, pas assez fort. On va entendre des sons. Et Mario va nous guider à travers ces sons. C'est un matériel un peu primitif, mais ça devrait aller. Allez, on fait confiance à la technique du Quasar et on se laisse embarquer dans l'holosynthèse. Est-ce que vous entendez en arrière? Oui. Vous allez fermer vos yeux et prendre quelques bonnes respirations abdominales profondes. Tout en vous concentrant sur la trame sonore. Maintenant, vous allez créer un sanctuaire intérieur. Un sanctuaire intérieur, c'est un site sacré, un lieu de retraite intérieur. Et ça peut se trouver dans une maison, un jardin, une forêt, une grotte. Le sanctuaire intérieur peut aussi se trouver dans une prairie, au sommet d'une montagne ou bien sur le bord d'un lac ou d'un océan. C'est un endroit où vous vous sentez bien et en sécurité. Percevez les formes, les couleurs, les odeurs et les autres sensations associées à votre sanctuaire intérieur. Invitez maintenant votre grand moi à venir vous rejoindre dans ce sanctuaire afin qu'il ou elle puisse vous guider, c'est-à-dire vous transmettre des informations. Ce grand moi peut vous apparaître sous différentes formes, par exemple un soleil, un animal, un symbole, un guide, une sphère de lumière, etc. Demandez à votre grand moi s'il a un message pour vous.
Celui-ci, celle-ci, connaît parfaitement ce dont vous avez le plus de besoin pour votre évolution en ce moment. Le message peut vous être communiqué sous forme de mots, d'images, de symboles, de sensations corporelles ou de ressentis.
Vous pouvez commencer à bouger tout doucement. Puis, lorsque vous vous sentirez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Est-ce que vous avez perçu quelque chose? Comme par exemple, avez-vous vu des... est-ce qu'il y a des gens qui ont perçu le grand moi sous forme d'un animal? Oui? Un aigle? Est-ce que l'aigle, il revient continuellement, ça, c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perçu le grand moi, mais sous une forme différente? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais ça peut être intéressant pour... Oui? Le soleil, sous forme de soleil. Oui, ça aussi, c'est très fréquent. Oui. Ah, ça, c'est plus rare. Oui. Merci. Oui. Lumière? Oui. Oui, ça, c'est fréquent. Une pyramide? Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont reçu un message, des informations? C'est vrai que c'est très personnel, là, évidemment, mais ouais. En tout cas, ça vous donne une petite idée de ce qu'on fait. Mais généralement, dans les groupes, là, au Synthèse, on travaille avec des petits groupes, donc c'est 15 à 20 personnes à peu près. Puis les gens, au niveau des exercices, ils peuvent les faire assis sur une chaise, mais aussi souvent, les gens travaillent allongés au sol sur un tapis de yoga, méditation. Est-ce qu'on est rendu à la période des questions? Je pense d'abord qu'on va beaucoup te remercier. Merci. Alors, avec les moyens du bord, un petit haut-parleur, bien préparé par la partie théorique, je trouve que ça fait vraiment le lien avec ce qu'on a vécu dans le cycle sur la conscience l'année passée. La conscience modifiée, tu vois, dans tous ses états. Le rêve, les paysages intérieurs, le monde plus grand. Hein? Voilà, on a vu le monde plus grand avec toi. Alors maintenant, la parole est au public. Et le micro bleu est aux mains du directeur du Centre culturel des terreaux, M. Keberezza. Et vous pouvez l'appeler et puis poser une question à Mario et on va la discuter. Voilà, c'est à vous. Bonsoir, merci beaucoup. En fait, on parle beaucoup de l'individu dans cette soirée. Et je me demandais dans quelle mesure ces changements que vous étudiez et que vous induisez, enfin, permettent aussi de faire une transformation politique. Et la seconde partie de ma question, mais qui est peut-être en lien, c'est aussi la question de la censure et de comprendre pourquoi vos travaux ou certaines recherches peuvent être censurées et comment vous le comprenez. Oui. La politique, c'est pas du tout mon champ d'expertise, donc... mais j'imagine que, oui, c'est sûr que ça a des impacts, ça pourrait avoir des impacts, des prises de conscience sur le plan politique. La question de censure, ben ça, c'est parce que il y a aux États-Unis, au Canada, mais peut-être c'est la même chose. Ben, en France aussi, c'est un peu la même chose. C'est que il y a un mouvement qui veut que... C'est une opposition, finalement, idéologique. La vision matérialiste ou physicaliste, là, réductionniste, elle est associée beaucoup à la biologie, la neurobiologie, les neurosciences, tout ça. La vision traditionnelle. Donc,
On parle au fond, quand je parlais du mouvement post-matérialiste, c'est un changement de paradigme qu'on essaie de générer en 2014. Donc, c'était comme un siècle après, à peu près, après le passage de la physique classique à une physique quantique. C'est un peu la même chose. En physique, ça leur a pris une trentaine d'années pour réussir ça, à peu près. Ils ont réussi 3 décennies, à peu près, pour que ça finisse par s'établir. Même Einstein ne voulait pas. Il a lutté jusqu'à la fin. Lorsqu'ils se sont réunis dans un château, le château Solvay en Belgique en 1927, il a fini par accepter finalement, puis se ranger. Donc, la question de la conscience, là, elle est chargée à plein de niveaux. C'est politique aussi, d'une certaine façon. C'est un affrontement entre 2 visions, 2 tendances lourdes à la surface de la planète actuellement. L'intelligence artificielle, d'une certaine façon, avec une vision transhumaniste. Mais c'est une intelligence... Ça, c'est une vision transhumaniste. Ça, c'est la forme ultime de matérialisme, réductionnisme, mécanisme. Mais il y a des gens versus les gens qui sont plus orientés vers la spiritualité et les religions. Puis c'est un peu ça, au fond, la censure, c'est un peu ça. Puis il y a de plus en plus au Canada, depuis l'histoire de la pandémie, il y a une polarisation énorme, puis c'est comme un affrontement entre des gens qui... il y a toutes sortes de gens là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui sont spirituels, dans les dissidents, puis qui refusent de se soumettre à la machine, le système, puis l'industrie pharmaceutique au Canada menace les médecins. Je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse, mais moi, j'ai des gens moi, j'étais un dissident, un rebelle. Je l'ai toujours été, à contre-courant. Puis il y a des gens j'ai fait partie d'une fondation pour la défense des droits et libertés des citoyens. Puis je me suis opposé au gouvernement dans un recours collectif contre le confinement de longue durée. Parce qu'il y avait déjà des données dans la littérature scientifique qui montraient que les confinements qui durent trop longtemps ont des effets délétères au niveau physique, mentaux, etc. Mais il y a un grand clivage, puis là, les médecins actuellement sont comme obligés, même au niveau du gouvernement, les médecins me disent, ceux qui siègent, qui ont des positions dans l'administration, l'industrie pharmaceutique les menace d'une certaine façon. Ils essaient d'imposer finalement leur vision des choses, pour des raisons financières aussi, mais aussi, c'est une opposition sur le plan idéologique en même temps, finalement. Parce que la pharmacologie, puis moi, je suis un neuropharmacologue de formation, mais c'est une façon de réduire l'être humain à sa plus simple expression, si on veut. Beaucoup. C'est une forme de réductionnisme. Et puis, donc, il y a vraiment... C'est une guerre actuellement, finalement, que je vois beaucoup. Dans mon pays, aux États-Unis aussi, beaucoup. Puis, ouais. Je sais pas, ici... Oui, peut-être un commentaire sur la situation en Suisse. Bon, on est un petit pays, 26 cantons. On a bien sûr vécu l'épidémie Covid de manière douloureuse, avec un degré de confinement qui était quand même assez libéral. Voilà, bon. Enfin, il y avait des règles. Il n'y avait pas vraiment, disons, des châtiments, mais les gens étaient exclus du système s'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait. Donc, il y avait une espèce d'ostracisme passif, ouais. Mais sur le plan plus fondamental, moi j'ai réussi à passer l'épaule avec les questions spirituelles à la faculté de médecine à l'université de Lausanne. Mais c'est peut-être une discussion qu'on pourrait avoir nous deux, mais on va laisser le public s'exprimer. Mais moi je ne vois pas dans le manifeste pour une science post-matérialiste une opposition à la science, en fait. Je dirais même
que j'ai un très grand respect pour la science et j'ai toujours pris cette position. Disons, la science doit aller plus loin avec son modèle, qui est, dans le fond, d'affronter l'inconnu, d'explorer les mystères, d'accepter les changements de paradigme, parce que, dans le fond, la science, c'est un magnifique moyen. C'est une magnifique méthode. Et le problème, c'est quand elle fait de l'idéologie, que le réductionnisme s'empare d'un certain nombre de choses. Mais moi, je peux tout à fait aller à la faculté et dire qu'il faut s'intéresser à la spiritualité scientifiquement. Nous ne remettons pas en cause la biologie médicale ou la psychiatrie, la psychologie scientifique, pas du tout, mais nous voulons aller plus loin. Donnez-nous les moyens, la légitimité et l'éthique de cette science qui serait moins idéologique, plus exploratoire, et du coup, on diminue quand même l'affrontement. Tu vois, quand je vais en France, j'essaye de développer ce modèle, parce que, bon, moi j'ai eu des ennuis aussi en France, hein, parce qu'on disait, mais c'est quoi la neurothéologie, enfin, etc. Donc, je te donne une réponse publiquement, mais peut-être que ça intéresse le public, parce que c'est des vrais problèmes. Est-ce que le post-matérialisme, c'est pas parce qu'on fait de la physique quantique que la physique de Newton ne s'applique plus. On est d'accord. Ben oui, tu veux faire un commentaire là-dessus, peut-être, puis après on continue avec le public? Absolument, mais c'est ce qu'on trouve dans le manifeste, c'est écrit. On ne rejetait pas tous les avancements dus à ce qu'on peut appeler la science matérialiste, physicaliste, pas du tout. C'est juste qu'on, comme tu dis, on veut aller plus loin, tout simplement. C'est compatible. Oui. Alors, des questions, parce qu'alors on a vécu des choses intéressantes avec le synthèse. Oui, monsieur. Voilà. Merci beaucoup pour cette intéressante présentation. Moi, j'ai une question à propos du cerveau récepteur. Ça me parle beaucoup. Il y a longtemps que j'ai un peu cette idée comme ça, que le cerveau, on peut le voir comme une grande antenne qui perçoit des choses. Et puis, un exemple que je trouve joli, parce que je m'intéresse beaucoup à la musique, c'est les enfants prodiges. Là, on se dit, ben voilà, un jeune enfant de 7 ans qui joue du piano ou du violon mieux que d'autres qui ont travaillé laborieusement pendant 30 ans, il doit bien avoir capté quelque chose quelque part. Alors, soit c'est une expérience il a déjà joué dans une autre vie, on peut le voir comme ça, soit il a capté l'information quelque part. Exact. Mais il n'a pas appris comme ça le violon, quoi. Donc, le cerveau récepteur. Alors, ma question, c'est vraiment précisément, quel est le degré d'évidence là-dessus? C'est juste une hypothèse comme ça, c'est une idée qu'on doit explorer, ou bien vous avez déjà des arguments costauds? Non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais quand on examine toutes les données empiriques là, qui font partie de ce qu'on appelle la nouvelle science de la conscience, dont la recherche sur la réincarnation, par exemple, c'est des recherches qui sont faites chez les enfants, surtout. Ben oui, ça pointe dans cette direction-là, disons. Ouais. Mais c'est hypothétique là, pour le moment. Ouais. Question là? Je vais essayer de me faire comprendre, mais dans l'approche de l'Advaita Vedanta, peut-être aussi Douglas Harding a fait ça, ce positionnement finalement de l'arrière. Hein. Donc tout ce processus-là, moi j'ai l'impression que dans l'histoire qu'on se raconte, il y a toujours un jeu initial. Le jeu initial est le début de la pensée, et puis ensuite le tu, le il se développe sur le je initial, et c'est ce je qui nous pose problème en fait. C'est un jeu égotique, c'est un jeu auquel on donne des étiquettes fortes. On va s'identifier à ce jeu. Et puis, donc ma question est la suivante, c'est dans cette expérience qu'on a vécue là ensemble, j'ai trouvé ces sons très intéressant, mais ce soi qui englobe obligatoirement le je, qui englobe le tu, qui englobe le il, qui englobe le tout, ce soi que vous avez appelé à nommer, à différencier de nous, à dualiser, hein, parce que l'Advaita Vedanta, c'est la non-dualisation, c'est le non-dualisme. Pourquoi en fait finalement essayer de nommer quelque chose qui de toute façon fait partie de nous?
pourquoi essayer de diviser, pourquoi le traduire comme un soleil, pourquoi le traduire comme quelque chose d'autre que finalement, on est cette conscience-là, présente, observatrice de tout. Oui, et oui. on arrête de diviser ce qui est nous et ce qui n'est pas Oui, nous. Quoi. c'est juste un artifice qui est utilisé sur le plan mental là, pour satisfaire l'intellect. C'est une perspective qui est non duelle, compatible parfaitement avec le Vedanta indien. Il n'y a pas de... Lorsqu'il y a une réalisation globale, finalement, de ce qui était appelé l'un, ben là, il n'y en a pas de dualité. C'est un petit mot. C'est juste un outil qui est utilisé pour aider à faire comprendre quelque chose, mais c'est une perspective qui est non duelle aussi. Ouais. J'aimerais apporter un petit complément, si tu permets. Moi, en tant que clinicien, psychiatre, psychothérapeute, vaguement psychanalyste, la question qui se pose, c'est la question de la santé mentale, c'est la question de la santé spirituelle, c'est la question de l'alignement du corps, de la psyché, du plus grand que nous. Et si on n'est pas aligné, s'il y a des conflits entre instances, s'il y a des traumatismes, des dérèglements de cet alignement, il y a toute une série de pathologies, angoisse, dépression et autres. Et je trouve extrêmement intéressant qu'on aligne les thérapeutiques. Il y a des thérapeutiques biologiques, fort bien, je suis médecin, ça ne me fait pas peur. Il y a des thérapeutiques psychothérapeutiques, psychanalytiques, très bien, fort bien, il faut explorer l'inconscient, ça permet de résoudre un certain nombre de tensions, de conflictualités internes, mais je crois qu'il y a aussi une santé spirituelle, et je crois que le grand moi, ce que Jung appelait le soi, ou ce que les religieux appellent l'éveil, ou les spiritualités, c'est ce qui permet ce que les bouddhistes appellent la grande santé. C'est la santé des trois ordres, le corps, la psyché et le plus grand que nous. Donc je crois que votre question, elle a une réponse clinique. C'est que les gens souffrent et qu'il y a des problèmes. Et je crois qu'il y a des espoirs dans ce genre d'approche pour la santé mentale au terme de développement de cet alignement. Mais Mario, tu peux commenter ça ? Oui, mais c'est exactement, c'est la même, au fond, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est la même perspective, mais il y a une évolution, il y a une transformation en fonction des expériences de conscience. Donc, le sentiment d'identité change en fonction aussi des expériences qui sont faites dans les états d'énergie de conscience. Ouais. Mais on est assez proche. Hein? Oui. Monsieur, ouais. Vous êtes content de la réponse ? Oui. Mais le sujet restera de toute façon assez compliqué. Mais oui, je crois comprendre cette dualité. Enfin, ouais. Le fait que vous mettiez en perspective un imbriquement en fin de compte de personnes et cet alignement doit être respecté. C'est ça que vous, idéalement, quoi. En tout cas, conscientisé, en tout cas. D'accord. Ouais. Ça va. Ok. On se rapproche. Il y a encore des questions. Voilà, au fond. Merci beaucoup, Juan Ballesteros. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de la dimension spirituelle. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Et merci pour votre beau regard sur l'humain, finalement. On vous l'a déjà fait, j'imagine. Il est logothérapeute. Il est logothérapeute. Ce que moi j'ai vécu pendant l'exercice que vous nous avez offert, c'était une très belle expérience avec des mots, avec une personne, avec un paysage. Et finalement, ce que j'ai compris, vient ma question tout de suite après, c'est que ces outils que vous nous donnez ici, ce sont des outils finalement de désencombrement de ce petit moi. Ça nous désencombre finalement. Oui. Ce que je cherche à comprendre, c'est quelle est la part d'immanence et de transcendance. C'est-à-dire qu'on se désencombre pour retrouver quelque chose du grand soi en soi. Exact. Mais dans les courants mystiques, dans la théologie, il y a quand même aussi, si on veut, la transcendance, celui qui contacte aussi de l'extérieur, ou cette grande, appelons-la comme on veut, cette grande mouvance énergétique. Quelle est cette part d'immanence et de transcendance ? Parce que moi, je travaille dans des milieux plutôt laïques, je veux dire, j'accepte évidemment
tout venant, mais la question c'est que la conscience, on peut la contacter en soi, à partir de ses valeurs, sans tous ces moyens, mais je les trouve très riches, hein, évidemment. Mais quelle est cette part que vous faites entre l'immanence et la transcendance? J'ai l'impression que chez vous, c'est un peu pareil, mais peut-être que je me trompe. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux, c'est compatible avec les deux. Parce que, mais ça, j'ai pas eu le temps de présenter ça, mais c'est discuté dans la présentation des fondements théoriques de l'approche. Et c'est les deux. En fait, c'est une. On peut, sur le plan métaphysique, c'est compatible avec une vision panpsychiste, mais aussi avec une vision moniste, idéaliste, où on a les deux aspects qui sont impliqués. Exactement. Ouais. Mais le ratio, ça... Oui. Mais vous ne cachez pas que vous-même avez pris parti. Oui, mais sur la base d'expériences personnelles aussi, beaucoup. Oui. Oui. D'accord. Donc, il y a une part de... C'est pas juste de la science, il y a une grande part de subjectivité aussi là-dedans, évidemment. C'est une construction théorique aussi. Merci beaucoup. Mm-hmm. Une main levée devant, 2 mains levées devant, et 2 dames. Égalité des genres. Oui, bonjour, je suis coach et en fait je voulais savoir un petit peu plus sur votre formation d'accompagnement en holosynthèse. Mm-hmm. Ben ça, la meilleure façon là, c'est de... Les informations par rapport à ça, ils vont être annoncées sur mon site. C'est docteur.mariobeauregard.com. Si vous allez à la section holosynthèse, puis aussi ça va être annoncé et expliqué bientôt dans mon infolettre. Je donne plein d'informations comme ça dans l'infolettre aussi. Parce que je me suis fait poser cette question-là par beaucoup de monde. Ouais. C'est gratuit, s'inscrire à l'infolettre. Merci, madame. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être là, de nous rendre visite à Lausanne. Moi, j'ai 2 questions ou 2 curiosités. J'ai pas tout bien compris la différence que vous faites entre le grand moi et le 1, que vous avez différencié dans un des slides. Ben ça, c'est le grand moi, c'est la version individualisée, si on veut, de l'un. Mais en apparence, parce que au fond, tant qu'il n'y a pas de réalisation, qu'il n'y a que, je ne sais pas comment le dire, mais que l'un, au fond, on a un dualisme au niveau expérientiel. Oui. Mais c'est une version, c'est ça qui est présenté dans le modèle théorique. C'est une version individualisée, si on veut, de l'un. Ce serait comme une étape, en fait, pour accéder à l'un, parce que c'est plus facile dans notre représentation. Oui, exact. OK. Ouais. Merci. Et puis l'autre question, dans les déclencheurs, vous avez cité le désespoir. Et ça, c'est la première fois que je l'entends. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Ça, c'est basé sur une étude un scientifique qui était très connu à Oxford, qui a créé un centre d'études sur les religions. C'était un zoologiste, Alistair, je me rappelle pas Crowley, évidemment, mais j'oublie son nom, mais qui a étudié, qui a fait des statistiques au niveau des principaux déclencheurs, et donc il a étudié plusieurs milliers de cas pendant des décennies. Et c'est son étude à lui là, où on a conclu finalement que c'était un des principaux déclencheurs associés à ce genre d'expérience-là. Ouais. On pourrait comparer avec le spleen chez les romantiques. Chez Baudelaire et compagnie. Là. Ouais. Il n'a pas fait ce genre de nuances-là, mais... Hypothèse. Ouais. Il y a encore des questions. Docteur Comte. Bonjour, merci beaucoup. On aurait pu citer la psychose aussi peut-être comme déclencheur dans certains cas.
Et puis pour la question de l'analogie, grand moi, l'un, etc., on pourrait voir une analogie avec la Trinité, par exemple. Le Christ, le moi incarné, le Saint-Esprit, ce serait un peu l'apostase entre deux, c'est ça? Oui, mais sauf que ça, c'est pas une vision non duelle, par exemple. Non, mais c'est une vision symbolique, au fond. Oui. Non, moi, ma question, en fait, c'était plus... si j'ai bien compris, merci beaucoup, c'était passionnant, ça soulève plein de questions. Mais au fond, ce que vous appelez holosynthèse, ça décrit un peu le cadre conceptuel de l'histoire, mais les moyens, au fond, pour la pratiquer, sont très variables. Vous avez proposé le son, mais au fond, on pourrait mettre la respiration holotropique, justement, ou alchimique, aussi là-dedans. On pourrait... Oui, mais la respiration n'est pas aussi importante, par exemple, que la stimulation au niveau acoustique. Oui, on pourrait combiner différentes choses. Parce que, par exemple, je me suis rendu compte pendant l'expérience ce soir que ce qui m'a gêné, c'est la lumière. Si on avait été dans une pièce noire... Ah ben oui, ça influençait. Et peut-être même avec des galaxies qui circulaient, comme vous savez, comme dans les années 70 à l'époque, quand on prenait des psychédéliques, on mettait des images parce qu'on saturait les sens, les canaux perceptifs. Et ça, je trouverais intéressant d'associer au fond du coup des instruments, des moyens, parce que je me suis aussi fait la réflexion, je suis obligé de vous le dire, c'était très intéressant, c'était très bien, mais... que j'avais plus voyagé la dernière fois que j'avais regardé un beau paysage en écoutant juste le clapotis de l'eau que cette fois-là avec ce son-là. Mais voilà. Donc en fait, sous les moyens, vous restez assez ouvert en fait. Ou bien vous proposez d'en associer... Je continue de développer, oui. Ouais. Cool. Parce que c'est drôle, la personne qui travaille avec moi au niveau... sonore. Les sons, ça vient d'un studio ici à Lausanne. Et puis j'ai rencontré le gars qui m'aide avec tous ces trucs-là. Puis ça, c'était il y a quelques jours. Puis on parlait aussi d'une stimulation au niveau visuel également, potentiellement, puis tout ça. Donc, c'est comme dans l'air, finalement, cette idée-là. Merci. Merci. Ouais. Alors, une question ici devant et derrière. Alors, d'abord le jeune homme devant, puis la personne derrière. Mais j'ai le projecteur dans les yeux, je ne vois pas bien. Pardon, sauf erreur, c'était madame qui était là. La madame était première, alors c'est toi qui es arbitre. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je viens de finir un livre que m'a conseillé le professeur Besson et ça résonne beaucoup avec ce que vous présentez ici. Le livre, vous connaissez, c'est Lisa Miller, The Awakened Brain. Ben oui, c'est une de mes collègues pour le même. Et quand vous avez eu la question sur le désespoir, j'ai tout de suite pensé à la dépression, comment elle voit l'autre face de la pièce. Oui. Et moi, ce que j'aime dans cette approche que vous présentez et ce qu'elle a présenté, c'est le côté bottom-up. Alors qu'on voit toujours le top-down, on a besoin d'un objectif, d'une ambition, et même les pouvoirs, ils ne veulent pas lâcher le contrôle. Donc je trouve que ces deux approches, d'avoir les deux. Enfin, bref. Oui, c'est complémentaire. Oui, tout à fait. Donc elle a coécrit Holosynthèse, vous vous êtes inspirés l'un de l'autre? Non, même pas, je pense qu'elle ne connaît même pas le... Non, vous ça a êtes été plus fait associés? complètement indépendant. Ouais. Non, j'espère parce que je viens de le finir aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a vraiment résonné. Non, mais holosynthèse, ça fait longtemps. J'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 95. Donc ça fait longtemps. Ouais. Vous avez travaillé en parallèle sur les mêmes choses. En parallèle. Oui. Oui, mais ça c'est fréquent. Hein? Bravo. Merci. Merci. Je conseille à tout le monde ce livre en tout cas. Lisa Miller. The Awakened Brain. Oui. Alors, devant, monsieur. Bonsoir, moi ma question c'était en lien avec ce qui était partagé avant. Vous avez dit que vous êtes à la recherche ou vous continuez à expérimenter avec de nouvelles techniques. Et du coup, si nous on a quelque chose à proposer, quelque chose de doux, quelque chose de naturel, sans artifice comme on a eu maintenant, et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer ça, par exemple avec vous ou avec, je sais pas, l'association? On parle de quoi spécifiquement? Pardon? On parle de quoi spécifiquement? Là, c'est simplement de relaxation avec
une présence en fait, et qui fait expérimenter ce que vous avez décrit, mais sans son, sans avoir besoin d'un stimuli extérieur en fait. Ce que vous avez décrit là comme phénomène, moi j'ai pas besoin d'avoir rien du tout pour vivre ça. Je ferme les yeux et c'est déjà là, il y a de la lumière, il y a des informations, des choses, et je sais que avec une méditation naturelle où simplement les gens ils sont assis, ils se relaxent, j'ai besoin de dire aucun mot, de rien faire, et les gens ils expérimentent ce que vous voulez faire vivre avec la musique ou avec quelque chose d'autre. Oui. Et ça c'est quelque chose que je serais intéressé à étudier potentiellement s'il y a ouverture. Ben, vous pouvez me contacter. Si vous allez sur mon site, vous avez une adresse courriel, puis vous avez juste à me rappeler ce qu'on a échangé. Puis, OK. Oui, c'est sûr que ça m'intéresse. Mais quand on... Ça, c'était basé sur des travaux de recherche aussi qui faisaient que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de... Ça ne convient pas à tout le monde, les techniques de méditation. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à s'asseoir, puis ça tourne trop vite. Oui, mais alors, ça, c'est pas important, c'est pas une méditation que je propose. OK. Ben, pourriez me donner plus de précision? Oui, vous pouvez me contacter. Merci. Juste de manière générale, Mario, ce que tu proposes simplement, c'est des outils scientifiques de mesure de l'élargissement de la conscience. Oui. Donc si ce monsieur, je sais pas, il propose de manger de la crème au chocolat, on peut mesurer ce que ça fait. Oui. C'est ça. Oui. Donc, bienvenue au club des amoureux de la crème au chocolat. Non, je ne veux pas vous ridiculiser, mais je pense que c'est très important de bien distinguer ce qu'on provoque et ce qu'on mesure, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des gens, parce que le cerveau, c'est une galaxie. On n'a pas tous la même galaxie. Il y a des gens qui réagissent bien aux champignons, hallucinogènes, d'autres à la musique classique, et puis d'autres à la crème au chocolat. Donc, oui, madame, vous êtes à côté, allez-y. Voilà, je ne voulais pas parler de crème au chocolat. Je voulais juste rendre hommage à Jung, puisqu'on est dans le pays de Jung, qui a beaucoup travaillé sur le soi. Et j'ai eu de la chance de faire mes études de psychologie, d'être psychothérapeute dans les années 80 et d'explorer Freud, Jung dans les psychothérapies, puis les méditations, le chamanisme, le MDR et des tas de techniques. Et j'ai l'heureux souvenir de constater dans le passé que sans aucune induction, simplement en se livrant à un thérapeute jungien, après avoir travaillé avec un freudien, le soi était extrêmement palpable. Pas seulement le soi, l'intuition, les télépathies. Je pouvais sentir les histoires qui arrivaient à mes proches. Après, je les ai senties par rapport à mes patients, pas toujours. Donc, qu'est-ce qui fait que Jung, qui travaillait aussi, je crois, avec l'association libre comme Freud, mais à la différence de ce que vous avez appelé le RMPD, donc ce libre cours des pensées, donc c'est autre chose encore, ça délie les pensées d'après moi, pouvait provoquer ça. Mais en même temps, je rejoins M. Besson par rapport à la santé globale. Ce n'est pas peut-être donné à tout le monde et qu'on a besoin de différentes méthodes. De même que Jung a appelé ces rêves-là des rêves pronostiques, pas prémonitoires. Et il y a un livre qui est sorti, je crois, dans les années 80, qui s'appelait les rêves prémonitoires, écrit en Amérique, où je crois que le 20% des gens, sans induction de cette sorte apparemment, pouvaient prévenir des accidents, différentes catastrophes ou différents événements simplement grâce au travail sur leurs rêves, sans avoir même fait une analyse jungienne, je crois. Voilà, donc c'est un monde... Et puis je rends hommage à Jung encore et au docteur Paoli, qui ont travaillé entre sciences et psychothérapie. Wolfgang Pauli, qui était un physicien quantique, et ils ont travaillé sur les synchronicités, etc. Et dans les mêmes époques, Jung a travaillé sur Paracels, qui était dans cette histoire de vibration fondamentale du monde, et qui fait qu'elle nous traverse tous, mais depuis en haut, n'est-ce pas, qui résout... Paracels a répondu à la question de l'immanence et de la transcendance, puisque nous sommes incarnés dans ces vibrations astrales, finalement. Mais merci pour le commentaire jungien. Mario, les rêves prémonitoires, alors on les induit avec l'holosynthèse ? Pas prémonitoire nécessairement, mais ce qu'on voit dans c'est que lorsque les gens participent à un processus au niveau expérientiel, souvent ils vont avoir des contacts avec ce qui se présente comme le grand moi.
et qui va donner des messages, des informations qui, dans certains cas, vont être vérifiées dans le futur. Ouais. Parce que c'est très proche de la théosophie, où il y avait le disque akashique, la conscience universelle. Ouais. Tu pourrais imaginer que le grand moi est le unus mundus. C'est une espèce de mémoire absolue de l'univers, finalement. Oui. Okay. Ben, c'est des approximations, c'est métaphorique, mais c'est super intéressant. Ouais. Parce que pour moi, l'univers est un esprit, donc il a une mémoire, une conscience et peut-être une intention. Ça, c'est encore une autre question. Oui, mais il y a des mains qui se lèvent. Voilà, alors, il y avait madame, là, vous... Non, monsieur Jean-Luc, vas-y. Merci. J'aimerais savoir quel est votre concept de l'écoulement du temps, en fait. Comment est-ce que vous voyez le temps de façon générale? Je laisse ça aux physiciens. Dommage. Je laisse ça à Philippe Guillemard et compagnie. Bonjour, merci pour votre conférence très intéressante. J'avais 2 petites questions. Vous avez parlé du coup du grand moi et de l'un. Et enfin, je rejoins Monsieur Besson quand on parle de l'univers qui est aussi à l'intérieur de nous-mêmes, de cette mémoire qui est un peu, on va dire, ancestrale, mais qui est plus grande que ce qu'on connaît, et quelque chose qui existe aussi au-delà de ce qu'on a, nous, de notre enveloppe, mais aussi de ce qu'on connaît. Est-ce que, du coup, l'un dont vous avez parlé, donc c'est une unité, enfin, c'est quelque chose qui relie, en fait, le grand moi, le petit moi. C'est comme j'ai mentionné, c'est la source, le terrain et le but de l'évolution. C'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui, comme il y a une sorte de mémoire qui est plus grande que ce qu'on peut imaginer, quelque chose qui est induit de l'extérieur. Donc là, on part un peu sur de la théologie au final, parce que, voilà, c'est quelque chose comme s'il y avait quelque chose qui ne nous appartient pas, mais en même temps qui est déjà en nous, mais qu'on ne peut pas percevoir. Et ce un pourrait être quelque chose qui est aussi de l'extérieur, mais en même temps qui relie en nous. Vous voyez ce que je veux dire, ou c'est un peu... Ben, ce que j'ai dit, au fond, c'est que il n'y a que l'un. La dualité qui est perçue au niveau expérientiel, l'artifice qui est utilisé ici pour distinguer petit moi, grand moi, l'un, ça existe pendant un bout. C'est valide pendant un bout de temps lorsqu'on fait on chemine sur le sentier d'évolution de la conscience. Mais rendu à un certain point, ça n'existe plus. Il y a une réalisation qu'il n'y a que l'un avec un U majuscule. Mais c'est difficile de imaginer. Ben oui, parce que le mental, là, il est très limité pour être capable. Et les alchimistes disaient unus mundus. Oui. Tout est un. Et toute la mystique, c'est le mystère de l'un et de la pluralité. Alors c'est vrai qu'Angelus Silesius, qui était un vieil alchimiste, disait le grand mystère sur la table d'émeraude, c'est que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, votre microcosme est à l'image du macrocosme. Et Jung a beaucoup repris, je parle sous le contrôle de Madame Jungienne, là, mais ouais, enfin, le but de l'existence, c'est d'accéder au soi, c'est-à-dire à la totalité. Et en hindouisme, l'atman de l'âme individuelle, c'est aussi l'atman du monde. Donc, le but, c'est de se relier à l'âme du monde. Vous voyez, on peut faire de la philosophie. Oui, si on compare avec dans l'hindouisme, là, on pourrait dire le petit moi, c'est comme... Absolument. Oui. Voilà. Et puis le grand moi, c'est Atman versus Brahman. Par exemple. On continue. Alors, il y a encore des... Oui, question, madame, vous avez une deuxième question. Oui, non mais... Comme chez les riches. Non, c'est seulement. Et du coup, par rapport à ce que vous avez mentionné dans une de vos formations, les accompagnateurs, votre pratique, on peut la retrouver auprès de n'importe... les thérapeutes qui mettent en place ce que vous avez proposé. Oui, c'est les gens qui sont en relation d'aide, qui sont plus... parce qu'ils ont un background aussi au niveau de... Donc, ce sont ces gens-là qui sont visés par le niveau 2, là, si on veut. Surtout. Ouais.
Mais enfin, c'est dans le sens où aujourd'hui, c'est la première fois que j'entendais le terme holosynthèse, et c'est pas quelque chose que j'ai pu entendre auprès de d'autres thérapeutes. Là, ça devient de l'ordre public, mais avant, c'était, c'était pas discuté de manière publique et tout ça. Je faisais des petits groupes et tout ça, mais j'attendais d'accumuler des données. C'est pour ça qu'on t'a invité. Oui. Ben oui. Si je souhaite pratiquer l'holosynthèse, un accompagnateur, ça va être difficile de trouver une personne qui peut... Je suis le seul pour le moment. Vous êtes le seul. Sur la planète. Mais c'est pour ça que je suis comme un facteur limitant. Puis j'ai vu suffisamment de résultats encourageants pour vouloir transmettre ça. OK. Puis c'est l'âge aussi, j'imagine. Avec le temps, ça, je sens comme le besoin de transmettre ça. Mais je vais faire un coup de pub pour Mario. On vient de créer l'Association pour l'exploration de la conscience, l'APEC. Certains d'entre vous sont déjà membres. Et nous aurons 3 axes d'activité, de la formation, de l'information et de la recherche. Donc, Mario étant membre fondateur de l'APEC, nous allons, dans les mois qui viennent, probablement proposer des formations APEC avec Mario. Et si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et on va faire du déploiement de l'APEC. C'est maintenant. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Ouais. Ça a pulsé. Mais aussi, intuitivement, j'ai pensé que le meilleur pays sur la planète pour être capable de démarrer ça, c'était ici. C'était certainement pas chez moi au Canada. Ça, c'est clair. Il y a plus d'ouverture ici. Alors, c'est maintenant et ici. Oui. Yes! Ouais. Vive Mario, vive l'APEC. On a encore 5 à 10 minutes. Alors oui, la parole est demandée. Oui, merci. Oui. J'ai une question peut-être un peu plus technique sur les fréquences en fait qui sont jouées. On parlait, je crois, de 10 Hz à peu près. Je crois que c'est les ondes alpha. Oui, mais il y en a pour... donc, dans l'exercice que j'ai fait, que je vous ai donné, on commence toujours... là, je vous donne ma recette, au fond, mais... On commence à ce qui correspond au niveau de l'éveil avec... donc, c'est des ondes bêta, mais ce qu'on appelle du bas bêta, là, donc autour de 22 Hertz, quelque chose comme ça. Puis progressivement, au niveau du temps, là, on descend. Là, c'est comme un escalier, finalement, progressivement. Puis je vous ai amené jusqu'au niveau de la frontière entre le θ et le delta. Mais pour faire en sorte qu'on puisse se rappeler l'information plus facilement, donc là, c'est ma recette secrète. Là, genre, on envoie des pulsations, des blocs de fréquence gamma aussi, même quand on est au niveau du plancher. C'est les gamma qui nous connectent au 1, c'est ça qu'on dit souvent? Oh, c'est difficile à dire. On n'est pas rendu là, mais... C'est les deux, en fait, qui contribuent à ça. Puis après, on reste là pendant quelques minutes, puis on remonte progressivement jusqu'à l'état de veille. C'est ça, finalement, l'approche. Et juste pour finir, toutes ces fréquences, en fait, permettent cette inhibition du réseau mode par défaut, c'est ça? On n'a pas fait. Il n'y a pas eu d'études encore de fait. Il y a eu des études qui ont été faites avec des psychédéliques, mais pas encore avec cette approche-là, par exemple. Ça, il faudrait trouver des fonds de recherche là, pour pouvoir tester ça. Merci. Peut-être un témoignage subjectif, moi qui suis un peu psychonaute sur les bords, ça ressemble beaucoup à des modifications de la conscience par les psychédéliques. Alors peut-être d'intensité légèrement moindre, mais ça m'a rappelé des choses. Hein? Oui, dans les groupes que j'ai faits, un peu partout, les données que j'ai ramassées, souvent, j'ai des gens qui ont fait des expériences psychédéliques. Et ils me disent ça souvent. Mais c'est plus doux, en général. C'est beaucoup plus doux. C'est plus doux. Oui, tout à fait. Mais oui. OK, fine. Donc, on a trouvé un dénominateur commun. On dirait. OK. Approuvé. Oui, on va aller au labo après, au CHUV. Oui, je compte sur toi. OK. Il y a des questions encore. Oui.
Oui, juste une petite remarque. Je me suis permis d'ouvrir un œil pendant que tout le monde méditait. Et il y avait comme une force qui sortait de là. Et ma question, c'est est-ce que cette assemblée ou d'autres peuvent envoyer une onde, une force qui pourrait avoir un impact sur la marche du monde? Ça, je me suis souvent posé la question, mais je ne l'ai pas testé encore. Parce que mais oui, si on se base sur les travaux de Dean Radin, par exemple, sur la conscience de groupe, en principe, oui, on devrait être capable d'avoir un impact plus grand au niveau de ce qu'on appelle le monde physique, là, le monde matériel. Ben, en médecine chamanique, on fait des groupes pour envoyer du soin. Ouais. Ah. C'est éprouvé, c'est connu depuis longtemps. Ouais. Donc on est bien. Merci Burki pour le. On vole haut là. Super. On continue, il y a encore 10 minutes. Alors ici, madame, oui. Deuxième question, comme chez les riches. C'est un peu dans le même thème. Quand il y a un thérapeute qui se met un peu en état de présence et il y a une connexion qui se fait avec le client qui rentre dans le même état. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé de manière scientifique? Pas moi, mais ça a été fait. Il y a eu des études aux États-Unis de fait à ce niveau-là. Puis, il y a un phénomène de résonance. Donc, au niveau de l'EEG, les mêmes fréquences vont être générées, et chez le client et chez le thérapeute. Ça a été vu en électroencéphalographie, puis en imagerie par résonance magnétique aussi fonctionnelle. Ouais. À Hawaï, ils ont fait ces travaux-là. Ouais. On fait ça aussi en neuropsychologie, des alignements de résonance magnétique fonctionnelle entre deux personnes en interaction, pour regarder la nature de l'interaction, sur l'effet sur le cerveau, etc. Oui, c'est plus médical ce que je dis, mais oui, ok. Donc c'est it's coming, you know. Voilà. On continue. Oui. Allez, pour le plaisir. Alexis Rohrbach. Voilà, oui, en effet. Merci beaucoup pour la conférence. La question, le petit moi, le grand moi, l'un, et puis ou le vide. Est-ce que le vide serait encore plus ultime? Que pensez-vous? Oui, c'est ça, c'est lequel? Le vide. On parle de quel vide? La plénitude du vide? Non, le vide dans lequel il y a ce qu'on cherche souvent à fuir, parce qu'on veut remplir les choses, on veut mettre de la lumière, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà qui précède encore la création, qui précède l'un? C'est une bonne question métaphysique, mais moi, je ne peux pas répondre à ça. Je suis un scientifique, pas un gourou. Alexis, moi j'ai fait une semaine en silence. C'était très très difficile pour moi. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur ce qui est avant le monde. Au commencement était le silence et puis est né le son. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que dans le fond, le néon n'existe pas, ce qui est un paradoxe. Je fais un peu le psychiatre là, mais puisque tu pousses le bouchon, allons-y un bout. Le néon, c'est pour les lacaniens, c'est le centre. Est-ce que vous y avez touché, le néant? Il fait de la médecine psychédélique. Okay. Je flirte. Je le cherche. Mais on m'en parle, et puis c'est pas facile de faire l'expérience de rien. On est d'accord. Et pourtant, on peut quand même imaginer qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est peut-être d'ailleurs... Ben oui, mais tu sais, dans les travaux de Stanislas Grof, le psychiatre tchèque, avec le LSD, il y a un certain nombre de rapports d'expériences subjectives, justement, du vide. Grof appelait ça le vide métacosmique, qui précéderait même ce qu'on considère être comme le principe transcendant. Ouais. Merci. Donc, oui, il y a des gens qui rapportent des expériences comme ça. Moi, je n'ai pas eu cette expérience-là, mais je sais que ça a été rapporté. Ouais. Très bien, merci. Waouh, moi je pense que c'est impossible d'aller plus loin, plus haut
que le néon est l'ultime. Mario, on va te féliciter, on va lever la séance et puis on peut encore débriefer dans les couloirs. Merci à tous d'être venus et surtout venez le 25 novembre.